salaamaaleykum rahmatullah salaamaaleykum seen mbokk Babacar Gueye moom mooy dellu si waat di continuer vidéo yi ñu ngi tolloon si acte 3 de la décentralisation on avait évoqué si vidéo yi bii passé donc je crois que mooy vidéo 14 bi on avait évoqué la vision et les objectifs de l'acte 3 et surtout rappeler les résultats des assises de 2007 qui constituaient la base vraiment bien les jalons de l'acte 3 de la décentralisation. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer par les résultats de l'acte 3, les résultats attendus qu'on avait ciblés. Donc il y avait d'abord la communalisation intégrale. Donc à l'époque, en 2013, euh, le comité de pilotage avait formulé que toutes les communautés rurales et les communes d'arrondissement seront érigées en communes, premier ordre de collectivité locale au Sénégal. Donc cette option répondait à son époque à l'impératif d'une gestion de proximité des problèmes des populations et une participation des acteurs locaux à l'impulsion et à la mise en œuvre des stratégies de développement territorial. Si vous vous rappelez bien, la réforme de 1972, qui était une réforme originale, qui avait érigé les communautés rurales, donc avait vraiment jeté les bases de la responsabilisation ou bien de la participation des citoyens donc dans le développement de leur terroir. Donc ici, l'acte 3 voulait vraiment consolider ou bien renforcer donc cette participation citoyenne en érigeant les communautés rurales en communes de même dignité que les autres communes. Donc le statut communal se renforce avec la communalisation intégrale et ainsi la communauté rurale disparaît dans l'architecture de la décentralisation au Sénégal. Donc, alors de nouvelles opportunités sont ainsi offertes aux collectivités territoriales de base, notamment celles du monde rural surtout. Donc, il fallait améliorer par des équipements la plateforme minimale des infrastructures socio-économiques de base, donc recruter du personnel qualifié, d'accéder facilement au financement des partenaires au développement et de la coopération décentralisée. En outre, permettait aussi un meilleur aménagement de l'espace rural parce que ces euh, communes, ou bien ces communautés rurales, avaient quand même des réserves appréciables quand même sur le foncier où on peut développer l'agriculture, l'élevage et d'autres activités. Enfin, la communalisation intégrale permettra, à cette époque-là, il pensait que ça va permettre à notre pays d'harmoniser son architecture avec ce qui se fait au niveau de la sous-région, voire de l'Afrique. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que d'autres pays parlaient de communes, même pour les localités rurales, alors qu'au Sénégal, qu'on comprenne la communauté rurale. L'autre résultat attendu, c'était la départementalisation, c'est-à-dire le département érigé en collectivité locale. Donc, le département est érigé en collectivité locale. En même temps, il reste circonscription administrative. Euh, Le découpage des départements au Sénégal regroupe, dans bien des cas, le tracé des anciens royaumes ou provinces, la recherche d'un espace vécu comportant une homogénéité socio-culturelle et économique, donc, et un fort sentiment d'appartenance justifie donc le désir de réinvestir le département afin d'en faire un vecteur donc pour une bonne politique de décentralisation. Donc, en comparaison au découpage régional, il est ici recherché des valeurs idéales et symboliques très fortes, porteuses de sentiments d'appartenance et d'identification. Donc, les liens sociologiques entre l'acteur et son espace sont des opportunités pour construire donc de nouveaux espaces politiques fondés sur une autonomie réelle, une démocratie et une participation citoyenne et une administration de proximité. Donc, le département
donc offre cette opportunité de réunir quand même des citoyens qui sont proches sur le plan culturel et sur le plan des traditions, et ainsi de suite. Donc, ce niveau correspond donc à une réalité historique et offre l'avantage de former des entités territoriales intermédiaires, favorisant une gouvernance locale et un développement territorial mettant en synergie des communes, partageant un vécu et des potentialités spécifiques dans une dynamique d'intégration donc rural-urbain. Donc, le département, lorsqu'on mettait en place l'acte 3 de la décentralisation, donc pouvait concourir quand même à rassembler les communes qui sont proches sur le plan, on l'a dit, sociologique, sur le plan des valeurs, sur le plan culturel, et même sur le plan de la continuité géographique, surtout au niveau de l'économie. Alors, vous avez aussi l'autre résultat, c'est la suppression de la région collectivité locale et la création des pôles de développement économique. Une des innovations, c'était l'aménagement du territoire qui répond à un impératif de rééquilibrage des investissements sur les territoires en fonction des spécificités, mais avec une vision globale du développement prenant en compte l'équité, la solidarité, notamment dans le traitement des villes, des zones rurales, transfrontalières et écogéographiques. Donc, la régionalisation territoriale doit répondre aux enjeux et objectifs de développement. L'organisation à cette époque des régions, collectivités locales, présentaient des faiblesses du point de vue de leur possibilité à vraiment se prendre en charge dans des domaines du développement économique et social. Donc, les assises de 2007, donc, malgré, ont insisté sur des aspects qu'on avait donnés, institutionnels, le cadre financier, le cadre humain, mais n'avaient pas insisté sur le développement. On l'avait retenu dans les aspects spécifiques, mais on l'a pas développé dans les vidéos. Mais il était clair que à cette époque, les régions ne pouvaient pas porter véritablement donc les enjeux de développement donc économique vraiment et social en profondeur. Donc, d'où la nécessité de réorganiser le territoire en pôle de développement en fonction des réalités écogéographiques. Donc, cela offre un cadre plus rationnel et cohérent de contrôle territorial et d'impulsion du développement économique, car donc il repose sur les exigences d'aires territoriales homogènes au plan socio-culturel, éco-géographique et économique. Donc, dans le déroulement surtout des activités, euh, des actions de l'acte 3 de la décentralisation, ce qui a marqué vraiment la première phase, c'est vraiment l'élaboration d'un plan national d'aménagement et de développement territorial, donc qui a été validé par le président de la République en 2020 et une loi, la LOADT, la loi d'orientation de l'aménagement et du développement territorial, a été votée à l'Assemblée. Donc, ça montrait vraiment une volonté quand même de l'autorité à aller dans le sens vraiment de l'organisation des territoires et aussi à travers le développement territorial de la valorisation des ressources des territoires et impulser le développement à partir de la base. Donc, ce qui nous permettrait de dire que l'acte 3, c'est un véritable donc, pari d'une approche de développement. Donc, une approche de développement donc, économique. Donc, ce qui permettrait quand même au territoire donc d'avoir, d'après ce que le code a institué, c'est-à-dire la possibilité d'initier des actions d'aménagement du territoire, donc des actions d'urbanisation et aussi d'autres actions liées à la valorisation et des ressources des territoires. Donc, dans la prochaine vidéo, nous aurons à aborder
cet aspect, donc le pari d'une approche de développement économique. Merci.